People waste a lot of time. Then they wish for more. They want more hours in their days, more days in their years, more years in their lives. Because if they had all that extra time, they could fix any mistake. Here's the thing about time. If you can't make the most out of any given moment, then you don't deserve a single extra second. Au cours de ces derniers mois, j'ai vraiment eu du mal à concilier le fait de faire du sport, voir mes proches et en même temps développer Phoenix Health. Pourtant, chaque semaine, je perds des heures à scroller sur des applis qui me sont complètement inutiles. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment de ma faute si je n'arrive pas à me contrôler? Ou bien est-ce que le design des applications y est pour quelque chose? C'est la question à laquelle on a voulu répondre dans ce podcast. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pourquoi les applis sont si jolies? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Lorraine Legal, qui est à la fois designer de produits numériques et également créatrice du podcast et du site internet et si tu posais ton tel.com. Et donc aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir avec toi, justement, c'est en tant que spécialiste du design et des interfaces avec lesquelles on interagit tous les jours. Est-ce que ces interfaces qui sont justement utilisées par tant de personnes sont pensées avant tout pour les utilisateurs qui les utilisent à la fin? Alors, effectivement, c'est un cliché ou en tout cas, c'est un savoir qui est un peu complexe parce que, en tant que designer, évidemment qu'on va s'intéresser à l'utilisateur et qu'on va faire des produits en le mettant quand même au centre de notre conception puisque on va tout penser par rapport à l'utilisateur. Par contre, est-ce que c'est pour toujours répondre à des besoins? Pas forcément. Il va y avoir des applications qui vont être très, très spécifiques et qui vont vraiment répondre à des besoins, mais il va y avoir aussi parfois des enjeux qui vont être plus business et où là, on va vouloir prendre plus de temps à l'utilisateur, on va vouloir lui faire passer plus de temps sur nos contenus, prendre plus de son attention et prendre plus de ses données. Et tout ça, ça va être dans des enjeux business pour récolter plus de données de plus en plus précises et passer de plus en plus de temps. Et donc, dans ces cas-là, pouvoir placer des pubs de plus en plus souvent et de plus en plus ciblés. Donc, tout ça pour dire que effectivement, il y a des enjeux qui sont business et qui parfois prennent le pas sur les enjeux de l'utilisateur, ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, on peut avoir tendance à avoir envie de rester plus sur les applications que nécessaire. Et c'est vraiment pensé pour ça. C'est vraiment pensé dans ce but de capter notre attention, de capter notre temps et de les faire utiliser le plus possible dans ces enjeux que j'ai déjà cités. Et c'est donc vraiment le design, entre autres, mais c'est le design en faisant appel à la psychologie, aux sciences cognitives, à tout ce qu'on sait du comportement de l'utilisateur, qui va permettre d'avoir ce pouvoir sur l'utilisateur et donc d'aller au-delà d'un besoin, puisque a priori, on n'a pas besoin de réseaux sociaux pour subvenir à ces besoins basiques en tant qu'être humain. D'accord, je comprends. Donc il y a vraiment deux enjeux spécifiques. Il y a l'enjeu où on va quand même faire en sorte d'avoir une interface agréable qui va être vraiment centrée là sur l'utilisateur, et l'enjeu aussi des entreprises qui des fois commercialisent des applications gratuites comme Facebook, TikTok, etc. Et là, l'enjeu, ça sera, comme c'est gratuit, d'essayer de retenir la personne plus longtemps pour avoir des données qui aient une valeur monétaire. C'est ce qu'on dit quand on dit c'est gratuit. On dit souvent quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que effectivement, soit on répond à un besoin utilisateur, mais dans ce cas-là, c'est rarement gratuit. Soit c'est l'utilisateur qui crée de la valeur. Et là, dans ce cas-là, on veut pas seulement attirer l'utilisateur pour qu'il installe son application une fois, on veut qu'il y passe tout son temps. Et là, ça devient très problématique et discutable d'une manière éthique. Donc du coup, en fait, même dans le design, il n'y a pas que dans la recherche ou dans les sciences médicales qu'il y a une forme d'éthique. On en retrouve aussi dans le design. Et donc, est-ce que c'est imposé ou est-ce que quand même il y a des entreprises qui vont prôner d'avoir un design qui se veut éthique? Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs échelles de réponse, plusieurs points de vue.
En fait, il y a donc des initiatives au cas par cas de designers comme moi qui vont pouvoir se poser des questions et essayer d'être toujours dans le plus possible dans le respect de l'utilisateur, sachant que parfois c'est des questions éthiques qui sont pas évidentes parce qu'une fonctionnalité, quand on sait qu'elle a un impact, un pouvoir sur l'utilisateur, est-ce que je le fais pour son bien? Est-ce que dans ce cas-là, c'est simplement choisir d'informer que ça aura cet effet, d'informer que telle fonctionnalité peut avoir... par exemple, peut-être que je vais proposer des notifications, mais que je vais moins les imposer que d'autres et je vais faire en sorte qu'elles soient moins intrusives. Donc voilà, c'est des questionnements comme ça qui sont en permanence. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Ensuite, il existe des différentes initiatives. À l'étranger, il y a Time Well Spent de Tristan Harris, qui est un ancien de chez Google, qui faisait lui donc qui était éthicien du design chez Google, et donc c'était vraiment son rôle d'étudier la persuasion et l'éthique dans tous les produits que pouvait proposer Google, et de vérifier que y avait ce respect de l'utilisateur qui était vraiment important, qui était ancré et qui n'était pas surpassé par d'autres besoins, qui finalement a quitté Google. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, mais en tout cas voilà, qui a été lui outré par toutes ces manipulations et toutes ces persuasions qu'on peut retrouver dans les différents services numériques, et qui a décidé de lancer le mouvement Time Well Spent pour que justement les gouvernements, etc., s'emparent et créent des législations en fait, pour obliger les designers et les concepteurs à penser des produits plus éthiques. Donc ça, c'est des grands mouvements qui sont en cours. En France aussi, il y a le mouvement des designers éthiques, l'association des designers éthiques qui va... partager, sensibiliser, proposer de la documentation et de l'aide, des conférences, énormément de supports sur justement le design éthique, que ce soit donc le design persuasif, donc comment éviter de concevoir des applications persuasives, parce qu'il y a aussi des designers qui ne se rendent pas compte et qui reproduisent en fait des applications et des schémas qu'on voit dans les applications qui fonctionnent. C'est-à-dire que si je copie pour mon application demain un grand réseau social, je vais avoir tendance à recopier des fonctionnalités qui sont persuasives sans m'en rendre compte. Par exemple, le scroll infini, par exemple. Donc, ça va être, ils vont parler de persuasion, d'éco-conception, d'accessibilité, d'inclusivité, qui sont des enjeux aussi du design. Et donc voilà, donc il y a énormément de positions qu'on peut adopter en tant que designer, qu'elles soient éthiques ou pas du tout dans la Silicon Valley, dans les grandes applications dont on va sans doute reparler. Mais il y a énormément évidemment de designers qui font attention à ces questions. Donc du coup là, pour rebondir, donc là toi tu parles du scrolling, c'est souvent identifié comme l'exemple parfait du dark pattern. Est-ce que toi tu pourrais me donner des exemples justement de patterns qui vont être utilisés à des fins bienveillantes, c'est-à-dire pour vraiment faciliter le parcours utilisateur, et d'autres qui vont être utilisés plutôt à des fins de rétention et voire même d'addiction lorsque on veut vraiment stimuler l'utilisateur à une utilisation récurrente et de longue durée? Alors, on parle de dark pattern justement si c'est un usage problématique. Sinon, c'est une fonctionnalité classique. Un dark pattern, ça va vraiment être quand ça va inciter l'utilisateur à faire une action qu'il n'aurait pas forcément fait de lui-même, quoi. Une fonctionnalité positive, ça va être quand ça va vraiment répondre à un besoin précis sans chercher à capter plus longtemps l'attention. Donc si j'ouvre mon timer, ma calculatrice, ma météo, a priori, il n'y a pas de rétention au-delà du besoin. On va vraiment juste me donner l'information que je viens chercher et on va me la donner de façon claire, précise, sans souci. Là où on peut comparer des bons et des mauvais usages aussi, ça va être par exemple sur l'acceptation des cookies. Donc les cookies, c'est vraiment est-ce que j'accepte de donner mes données, lesquelles est-ce que j'accepte de donner quand j'arrive sur un site internet, un produit, une fonctionnalité. Soit on peut utiliser des dark patterns, soit on peut le faire de façon éthique. Et c'est-à-dire, si je le fais de façon éthique, je vais bien proposer de façon très claire, très agréable, très lisible les différentes options. Peut-être même je vais aller jusqu'à d'abord cocher par défaut de tout refuser si vraiment je veux pousser l'éthique à fond. Et ça va être extrêmement clair. A contrario, si on voit la version de Dark Pattern, il y en a des vraiment très très vicieuses où tu vas avoir une croix cachée avec un bouton qui te donne l'impression que tu vas refuser et en fait c'est une acceptation. Enfin, ça va être caché, il va falloir rentrer sur 3 volets différents pour aller décocher ou décocher plein de choses, donc qui crée ce qu'on appelle de la friction, c'est-à-dire c'est de la complication en fait pour l'utilisateur.
Donc il y a ce choix éthique où on te met un beau et gros bouton pour dire je refuse tous les cookies et c'est l'action que tu dois faire, c'est les valider si jamais tu t'en fiches. Par contre, voilà, il y a l'autre option qui est possible et qui en tant que designer est tout à fait faisable, de dire je mets un bouton gris caché pour accepter et continuer et je donne l'impression que la seule option est finalement ce gros bouton jaune qui dit je refuse les cookies mais je m'abonne et la troisième option en fait est camouflée un peu en gris, en petit et voilà. Donc ça c'est typiquement un exemple de en tant que designer le pouvoir qu'on a de rendre accessible une option ou non et donc de l'impact éthique que ça a. Et j'espère que les personnes qui nous écoutent et qui ne seront pas ça pour à des fins justement. Ah non, c'est pas un cours. Non, c'est pas un cours maléfique. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, donc, une de mes questions, donc, c'est souvent les cookies, on en entend souvent parler. Est-ce que tu pourrais définir déjà ce que c'est un cookie et à quoi ils peuvent servir? Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? Un cookie, globalement, c'est une analyse de tes données, c'est une rétention de ta donnée, qu'elle soit dans l'usage que tu fais, où tu cliques, qu'est-ce que tu regardes, combien de temps tu passes sur une page. Ça peut être des données comme ça très très larges, des données marketing, ça peut être des données fonctionnelles. En fait, il y a plein de types de cookies. Et donc, il y a les données vraiment basiques, fonctionnelles, qui doivent être acceptées dans tous les cas pour que le site fonctionne bien. Et il y a des données, au contraire, qui vont être beaucoup plus marketing pour analyser, par exemple, si je vais réserver un billet de train, quel train j'ai été voir, etc. Et qui vont pouvoir ensuite servir au site pour, alors parfois être plus pertinent et proposer d'autres trajets qui sont bien, mais aussi pour peut-être augmenter les prix plus tard parce qu'on a été voir plus souvent ces trajets-là. Voilà, donc c'est énormément d'informations comme ça qu'on va collecter sur vous. Et donc, vous avez la possibilité en face de les accepter ou non, sachant qu'a priori, ça n'a pas d'impact sur justement votre besoin de base, en fait. Tout simplement, le besoin de base, il est assouvi, a priori, seulement avec les cookies fonctionnels. Ensuite, c'est vraiment, est-ce que je choisis de céder mes données ou pas au site en face. Ok. Et est-ce que tu aurais des exemples ou pas de sites qui vont utiliser des cookies, mais pas forcément à des fins malveillantes, mais vraiment dont le but c'est vraiment de faciliter le parcours utilisateur, ou est-ce qu'à chaque fois on doit se dire cookie égale à la fois vol d'informations pour justement essayer de nous transformer en produit et donc essayer de générer de l'argent à partir de nos données? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que là, j'ai pas forcément de nom qui me viennent en tête. C'est au cas par cas. Moi, je sais que je me dis, est-ce que tel site, souvent, ça va être des plus petites initiatives ou des associations ou je ne sais quoi. Enfin, même si les associations n'ont pas souvent forcément ça dépend de la taille de l'association, mais des cookies très poussés. Mais je veux dire, parfois, je sais que ça va être... Enfin, il y a une explication plus précise qui va expliquer quels sont les gains de donner plus de cookies et plus d'informations ensuite pour eux, par exemple, faire des études, être plus pertinents dans ce qu'ils vont donner. Donc, je n'ai pas forcément d'exemple précis, mais c'est au cas par cas comme ça qu'on peut analyser. Après, là où je mettrais une nuance, un des dark patterns qui est connu, c'est que on peut manipuler ce qu'on appelle le wording, donc la manière dont on va formuler les choses, et on peut vous dire accepte les cookies pour avoir une expérience plus belle et nous donner toutes les informations, et du coup embellir le fait de donner ces cookies, alors qu'en fait ils veulent vraiment juste avoir des fins marketing derrière. Donc attention au message, c'est toujours en fait c'est vraiment au cas par cas, est-ce que je fais confiance ou pas. L'idéal, ce serait de toujours refuser, sauf si on a un service particulier à qui on donne vraiment notre confiance et à qui on souhaite nourrir la base de données pour leur service. Mais d'une manière générale, c'est pas nécessaire à l'utilisateur, quoi. Donc la guerre des cookies, ça pourrait être un mot mignon, on s'attendrait à quelque chose d'adorable, mais en fait au final il y a vraiment des gros enjeux à la fois de vie privée et commerciaux qui sont derrière. Et est-ce que les cookies c'est la seule chose justement qui s'apparente à un dark pattern, enfin ou qui va avoir tendance à utiliser des dark patterns, ou est-ce qu'on en trouve aussi pour d'autres usages? On en trouve partout. On en trouve vraiment partout. Donc on a évidemment les réseaux sociaux où il y a énormément de dark patterns. Certains ont été créés sans même s'en rendre compte. Je parlais du scroll infini. À la base, c'était juste une fonctionnalité qui semblait plus pratique aux designers. Et ensuite, on s'est rendu compte de l'impact que ça avait parce que, pour expliquer en quoi c'est un dark pattern, le scroll infini, c'est le fait de ne pas avoir de palier, de pause.
qui posent problème. Quand on est sur une recherche Google, alors je ne sais même pas si c'est encore le cas, mais à l'ancienne c'était le cas, il y avait plusieurs pages. Aller à la page 3, psychologiquement on se disait bon là, je vais arrêter de chercher quoi. Alors que là, le fait que ce soit infini, on peut passer des centaines et des centaines de réponses sans qu'il y ait un palier mental à un moment de se dire est-ce que je veux toujours continuer à regarder. Et donc avec du contenu, c'est encore plus parlant, avec des petites vidéos comme on peut trouver sur TikTok, les réels, les shorts, c'est encore plus fort également. Et il y a vraiment ce côté un peu... donc quand on est dans les vidéos en plus, il y a vraiment ce côté je rentre dans une fenêtre, dans un univers et je sors plus de ce contenu, je suis complètement aspirée, quoi. Donc ça, c'en est un exemple. Après, il y a des dark patterns qui peuvent jouer sur l'approbation sociale, par exemple. Un dark pattern qui est vraiment, pour moi, un très bon exemple, c'est les flammes sur Snapchat. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité, pour moi, qui a été vraiment créée purement en objectif de dark pattern, quoi. Donc la fonctionnalité, comment elle fonctionne, c'est chaque jour où mutuellement on s'envoie une petite image en Snap, quoi. On va avoir une flamme supplémentaire. Donc on est à flamme jour 1, jour 2, jour 3, jour 150. Et donc ça crée un besoin de récurrence. Ça crée le besoin de se connecter chaque jour, donc d'aller sur l'application, donc d'être exposé à des publicités, etc. etc. Parce qu'il y a cette approbation sociale de je suis validée par l'autre et on a un contrat ensemble de tenir nos flammes, quoi. Et donc ça peut paraître toute bête comme fonctionnalité, mais chez les adolescents et pas que chez les adolescents, ça crée quand même un vrai besoin, une vraie envie de se connecter qui n'est pas nécessaire parce que peut-être ce jour-là on n'avait rien à se dire, quoi. Donc ça typiquement c'est un gros dark pattern. D'accord, merci. Et est-ce que à contrario justement tu aurais des exemples d'applications où tu as l'impression que ce n'est pas un réseau social mais qui vont quand même essayer d'utiliser justement ces dark patterns là en dehors des cookies dont on a parlé? Ouais. Alors, il y a des manipulations dans énormément de choses, surtout s'il y a de la vente en jeu. D'accord. Par exemple, on sait, dans les études, ça a été extrêmement documenté, étudié, il y a beaucoup d'argent quand c'est pour étudier les dark patterns. On sait que, par exemple, si on vous fait 3 offres sur un site, en fait, on s'attend à ce que vous preniez celle du milieu. On fait exprès pour la rendre la plus attrayante possible. On ne s'attend pas à ce que vous preniez la plus chère. C'est pas leur but, en fait, c'est de vous faire prendre celle du milieu et de la mettre comme ils voudraient. Parce qu'on sait que dans le cerveau humain, on se dit que c'est sans doute la meilleure affaire, etc. Enfin, on étudie un petit peu tout ça pour vous faire aller vers cette option. Donc ça, c'est ok, prendre du recul et se dire est-ce que je suis vraiment attirée par cette option parce que c'est la mieux, ou est-ce que concrètement je peux pas me satisfaire de l'option basique, ou est-ce que j'ai besoin de est-ce que mes besoins sont vraiment couverts. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Sinon, un autre bon exemple de là où on s'attend pas forcément à avoir un dark pattern, ça va être par exemple quand le dark pattern du pied dans la porte. Donc en gros, c'est le fait de dire une fois qu'on a entamé une action qui nous paraît simple, et on va faire en sorte de récolter plus d'informations et de vous mettre dans un système complexe. Mais comme vous avez démarré, vous allez avoir moins tendance à abandonner. Donc par exemple, je pense à un exemple que j'aime bien donner, mettre un avis sur TripAdvisor. A priori, c'est juste un bouton laisser un avis avec peut-être des petites étoiles ou je sais pas quoi. Donc on se dit, je vais juste mettre mes étoiles. Puis finalement, on vous demande de laisser un commentaire. Puis finalement, on vous demande votre avis détaillé sur énormément de catégories. Puis finalement, on vous demande encore un commentaire spécifique pour autre chose. Puis on vous demande dans quel contexte vous y êtes allé, etc., etc. Ce qui fait que ce qu'on pensait prendre 3 secondes nous prend finalement 5 minutes. Et c'est pas éthiquement génial, alors qu'on pourrait être 100% transparent et dire voulez-vous nous donner 5 minutes pour répondre au questionnaire, ou peut-être donner 2 options, réponse rapide et réponse complète, quoi. Donc ça, typiquement, c'est plutôt un dark pattern parce que c'est des endroits où vous vous attendez à faire une action et finalement, on va vous en faire 10 fois plus parce que ça arrange bien les concepteurs, quoi. Et il y a un nouveau champ ou un nouveau métier qui a émergé ces dernières années. Donc c'est le métier de neuromarketing ou le champ du neuromarketing. Ouais. Est-ce que donc par définition, le neuromarketing est un métier pas éthique, ou est-ce que quand même il y a quand même la possibilité d'appliquer le neuromarketing et quand même d'être éthique dans son travail? C'est intéressant. Je pense qu'il y a toujours moyen d'être éthique, parce qu'en fait, une fois qu'on étudie les fonctionnements, c'est comment je décide de les utiliser.
Puis tu peux aussi utiliser du neuromarketing pour une application ou pour un service avec une volonté éthique derrière, en fait. Le problème, c'est vraiment quand tu respectes plus l'utilisateur en soi et que tu dénatures complètement le besoin. En fait, chaque produit devrait, dans un monde idéal, comme je l'envisage, concevoir un produit qui soit transparent, clair, qui permette à l'utilisateur d'être conscient des possibilités, des influences, etc. Potentiellement, si je mets plein de dark patterns, en tout cas de techniques manipulatoires dans une application, mais pour m'encourager à faire du sport, est-ce que c'est vraiment pas éthique si c'est moi qui ai voulu et qui ai accepté les conditions et qui était au courant des conditions et qui sait que effectivement telle fonctionnalité, ça crée un besoin de récompense chez moi, telle notification, ça crée une interruption, mais ça va m'encourager à faire mon sport. Donc tout est une question de contexte en fait, d'une manière générale, et de volonté et d'usage éclairé. En fait. Si j'ai informé l'utilisateur et s'il est conscient et que ça va dans le sens d'un de ses besoins, d'une de ses envies, on peut considérer que c'est éthique en fait. En tout cas à mon sens. Mais par contre, si c'est vraiment caché, manipulé, vicieux et que ça remplit des objectifs pour lesquels l'utilisateur n'a pas consciemment donné son consentement, là il y a un problème. Ça me fait penser au livre Le petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je ne sais pas si tu l'as lu. Mais en fait, le message de ce livre, c'est que donc il parle de la manipulation et même des techniques des fois d'auto-manipulation, comment des fois on peut s'enfermer dans certains de ces pièges. Et il explique qu'en fait, au final, la manipulation est un outil et que c'est seulement la fin de la manipulation qui est importante à regarder. Est-ce que je vais manipuler quelqu'un pour son bien ou est-ce que je vais le faire seulement pour remplir des objectifs personnels qui n'ont pas forcément de bénéfices pour l'utilisateur final? Du coup, Lorraine, maintenant que toi-même tu as conscience de tous ces patterns qui existent et toutes ces manipulations auxquelles on peut être exposé, est-ce que toi, quand tu t'inscris sur un réseau social ou que tu télécharges une application et que tu identifies des patterns qui sont utilisés à ton encontre, est-ce que tu vas forcément te passer de ce réseau social? C'est une bonne question. Effectivement, il y a certains réseaux sociaux que j'ai décidé de ne pas avoir, du coup, notamment TikTok. Je sais que sans doute que si j'y allais, je trouverais du divertissement, du contenu intéressant, du plaisir, mais je sais que c'est trop addictif à mon goût. Je veux pas rentrer dans ce jeu-là, par exemple. Après, il y a des applications que j'utilise quand même, et malheureusement, je n'ai pas toujours, j'ai pas forcément la possibilité de les utiliser que de manière éthique. Par exemple, je pense à Instagram que j'aime beaucoup utiliser, dans lequel je trouve qu'il y a beaucoup de contenus qui me conviennent. J'aime regarder de la photo, des contenus éducatifs, parfois du divertissement aussi. Et pour autant, le problème d'Instagram, c'est que en me connectant pour ces usages-là, on se retrouve vite sur une interface où il y a énormément de possibilités. Ça, c'est aussi un peu un dark pattern. C'est qu'au lieu de faire des endroits bien segmentés et de dire, OK, telle partie d'Instagram ou telle application, ça va être la messagerie, Meta, par exemple, pourrait choisir d'avoir une seule application de messagerie. Or là, il y en a une dans Instagram, une dans Facebook, il y en a dans tous les produits. Et donc ça fait en sorte que une fois que je me connecte sur Instagram, je suis exposée au réel. Je ne peux pas choisir d'avoir Instagram que pour les posts, par exemple. Je suis exposée à la messagerie, je suis exposée aux stories, je suis exposée au contenu sponsorisé qui est dans tous ces endroits. Et donc c'est pas forcément évident de trouver son équilibre là-dedans. Il y a des extensions qui existent pour tester un petit peu, je crois que c'est Minimal, pour tester sur votre navigateur internet, YouTube par exemple, en version sans dark pattern. Donc ça peut être intéressant aussi pour certains. J'avoue que j'ai pas été jusqu'à l'installer pour moi, mais ça peut être intéressant par contre de juste de l'essayer aussi pour voir et se rendre compte quel dark pattern on a sur ces applications et de voir ce que ça donne quand on n'a pas les suggestions sur le côté pour YouTube par exemple, la lecture automatique, la publicité, etc. Donc en tant que designer, effectivement, je suis plus alerte, je repère plus facilement les problématiques et j'ai plus l'habitude de me poser des questions, notamment quand il y a des nouvelles fonctionnalités, pour les comprendre, voir quels impacts elles ont sur moi et du coup de prendre du recul. Mais pour autant, ils sont tellement forts que j'ai pas forcément totalement renoncé à ces applications pour autant. Mais on peut en faire un usage plus maîtrisé quand même quand on a conscience de tout ça.
D'accord, bah, je comprends totalement et je pense qu'il y a une différence entre être informé d'une problématique et l'appliquer à soi-même. Là, on dérive, mais c'est comme par exemple le sport, on sait exactement, et même l'alimentation, on sait à peu près ce qu'il faudra enlever dans notre alimentation et quelles activités on devrait faire pour être en forme. Est-ce que par contre toute la population va respecter ces recommandations? Ça, c'est encore autre chose. Donc c'est vrai que ça demande un degré de discipline plus élevé encore pour, une fois qu'on en a pris conscience, de l'appliquer à son propre usage. Ouais, mais en plus, la nourriture, je veux dire, c'est un bon exemple parce que, par exemple, on peut aussi se dire, ok, on sait qu'il faudrait manger moins de sucre, mais dans ce cas-là, on décide d'en manger moins et c'est déjà bien en fait. Et c'est déjà ne pas passer son temps à manger que du sucre. Et donc c'est pareil pour les applications addictives. Peut-être que déjà prendre conscience, savoir quels sont les problèmes, savoir les manipulations qu'il y a derrière, c'est un moyen déjà de moins les consommer ou de les consommer en sachant ce qui se passe et donc en décidant consciemment ensuite de donner ou de ne pas donner, mais en tout cas de savoir en fait à quelle sauce on va être mangé, quoi. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, éthiquement, c'est nécessaire que les gens sachent ce qu'on fait de leurs données, ce qu'on fait de leur temps, ce qu'on fait de leur attention, parce que c'est précieux, ça nous appartient et ça devrait être respecté, quoi. Donc effectivement, avant d'avoir conscience, c'est un premier pas, choisir après de le maîtriser plus ou moins et donc ne pas se laisser porter par ces dark patterns, les laisser complètement guider nos vies, rester maître de nos outils et pas devenir esclave. Voilà, c'est la fin de cet épisode de TikTok. J'espère que vous avez passé une agréable écoute. Pensez à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.